C'est difficile de revoir ces images. J'ai perdu ma fille et mon petit-fils pendant le tremblement de terre. Kobe, deuxième port du Japon. Une ville élégante, moderne, cosmopolite. Kobe pourtant détruite il y a moins de 10 ans par un gigantesque tremblement de terre. 6000 morts, 500 000 sinistrés. Une catastrophe qui n'a laissé presque aucune trace, à l'exception de cet étonnant bâtiment de verre. Dans ce musée, on garde la mémoire de ce 17 janvier 95. J'étais devant la maison de ma fille. On m'a dit « n'entre pas sans permission », mais je voulais absolument la retrouver. Donc je suis entré dans l'immeuble complètement détruit et je l'ai trouvée dans les débris. Elle était morte. Un de mes petits-fils a survécu. On l'a retrouvé 6 heures après le tremblement de terre. Il était assis dans une petite caisse. Il était suffisamment petit pour être protégé par cette caisse en bois. Il n'avait qu'1 an et 7 mois. C'est grâce à ça qu'il a été protégé ? Oui, c'est comme ça qu'il a survécu. On a eu de la chance, finalement. À l'extérieur, dans un parc de la ville, le mémorial de Kobe. 6000 noms gravés dans la pierre, dont celui de la fille et du petit-fils de Tatsuo Wakabayashi. Ma fille était enceinte de 9 mois. Toute la famille attendait impatiemment. Le plus petit ne se rendait pas compte, il était encore très petit. Mais le grand, lui, disait déjà aux voisins qu'il attendait un petit frère. Pour les rescapés du tremblement de terre de Kobe et pour leurs familles, il est toujours impossible d'oublier. De nombreuses associations les regroupent. Des associations où l'on se parle, où l'on échange son expérience, mais où l'on revendique aussi parfois. Près de 10 ans après la catastrophe, certaines familles sont toujours mal logées. Nous essayons de régler ce problème des expulsions depuis si longtemps. Il ne se passe rien. Vous pensez que nous avons mérité d'être traités comme ça ? Pourquoi la ville de Kobe fait-elle payer des amendes aux sinistrés ? Nous ne pouvons pas payer notre loyer tant que nous n'aurons pas reçu d'argent des assurances. Je paie mon loyer dans un logement pour sinistrés et je paie aussi pour ma maison qui est détruite. Ce n'est pas juste, tout le monde le dit. C'est en effet un paradoxe. Dans le pays qui, au monde, souffre le plus des tremblements de terre, c'est un risque très mal couvert par les assurances, sauf si l'on accepte de payer des primes absolument exorbitantes. Dans les faits, pratiquement personne n'est assuré. Kobe, désormais, est devenu l'un des plus grands centres de recherche au monde pour les technologies de secours pendant les tremblements de terre. Dans ce laboratoire, on a parfois l'impression de plonger dans l'univers de James Bond ou dans la science-fiction. On développe ici des robots capables de sauver des vies en cas de catastrophe majeure. Voici le robot araignée. Il peut se déplacer dans les débris théoriquement les plus inaccessibles. Le robot manuel, il n'est pas dépendant d'une batterie ou d'une ressource en énergie. Le robot détecteur de portable. Chaque Japonais, y compris la plupart des enfants, possède son propre téléphone. Un téléphone qui peut sauver la vie. En fait, ce robot peut capter toutes sortes de signaux.
Il capte la lumière, le son et bien évidemment les ondes du téléphone portable. Il peut repérer des victimes et les approcher pour tenter de les sauver. Vedette du laboratoire, le robot humanoïde d'Amitaro. Cette grande poupée n'est pas capable de bouger, mais elle contient toute la technologie possible pour simuler une victime. Il y a des capteurs dans le genou et dans le cou. Le capteur dans le cou peut sentir les chocs, mais aussi les mouvements de la tête. Dans le front, il y a un capteur très sensible qui ressent le moindre choc. Tout ça, c'est pour simuler si les robots sont capables de transporter les êtres humains sans leur faire de mal. On ne peut pas apprendre à ces robots à porter secours sans les mettre en situation face à une victime. Nos robots sauveteurs doivent donc être capables de détecter Damitaro et de lui porter secours sans le blesser davantage. Par exemple, on a installé ici une bouteille de gaz qui diffuse du dioxyde de carbone, comme les humains. Avec cette bouteille, on va pouvoir simuler une victime qui respire pendant 1 heure ou 2. En utilisant cette bouteille, les robots apprennent à détecter les victimes vivantes d'abord, les blessés qui respirent encore et qui dégagent donc du CO2 que nos robots traquent au milieu des débris. Enfin, l'un des plus récents et des plus prometteurs, le robot serpent. Il peut se faufiler jusqu'aux victimes inaccessibles pour l'homme. Ce robot serpent est fait pour pénétrer dans les débris, là où les sauveteurs ne peuvent pas accéder. Il y a des petits trous et des courroies sur tous les côtés de ce serpent. Il peut ainsi pénétrer rapidement dans les débris sans qu'on ait besoin de tout dégager, ce qui est souvent dangereux pour les personnes bloquées en dessous. Ce n'est encore qu'un prototype, on est en train de l'améliorer. Par exemple, on va mettre une caméra et des capteurs au bout de la tête de ce serpent, ce qui permettra de chercher les êtres humains et de savoir s'ils sont vivants. Ces prouesses technologiques peuvent sembler dérisoires face à l'ampleur de la catastrophe attendue. Mais pour les Japonais, il ne peut y avoir aucune autre priorité. Puisqu'on ne peut toujours pas prévoir les tremblements de terre, il faut se contenter de limiter leurs conséquences. Tokyo, la cour de récréation de l'école du quartier de Shinokubo. Tadashi et Junko Kaneko viennent de subir le simulateur de secousse. La machine reproduit un séisme de force 7. Aujourd'hui, leur comité de quartier a convoqué tous les habitants pour une journée d'information sur les tremblements de terre. Chaque année, chaque famille japonaise est ainsi invitée à mettre à jour son propre plan d'urgence. C'est normal de venir se mettre un peu au courant. Chez nous aussi, on prépare quelques produits de première nécessité. Les médicaments de première urgence. Oui, la trousse de secours, c'est à peu près tout ce qu'on prépare. Dans son appartement, la famille Kaneko affirme ne pas se préparer particulièrement au grand jour. Leurs amis, leurs voisins, seraient selon eux plus consciencieux. Et pourtant, tout semble conçu pour la catastrophe qu'ils estiment inévitable. Venez ici. Donc ici, c'est la chambre à coucher, on met les futons comme ça et on essaie de ne pas mettre de meubles autour.
Normalement, on met des armoires dans la chambre où on dort, mais ici, on ne met rien pour que ça ne nous tombe pas dessus. Comme ça, on peut dormir tranquillement sans avoir peur d'un tremblement de terre. Donc du coup, tout ce qu'on aurait dû mettre dans notre chambre, on le met dans la chambre à côté. Voilà, c'est ici. Toutes les armoires et les étagères sont mises dans cette chambre et donc s'il y a un tremblement de terre, ça tombe seulement dans cette chambre, pas sur nous. Et pour tout vous dire, on essaie de rentrer le moins possible dans cette pièce. Dans cette chambre, il y a des fenêtres. On l'aime bien, mais on la sacrifie pour notre sécurité. Et puis, il y a encore ça. D'abord des serviettes et des vêtements, de la nourriture, des médicaments de première urgence, des Kleenex, ça aussi de la nourriture, des lingettes humides, encore de la nourriture, de l'eau, une radio, une lampe de poche, des piles, un masque, des gants, des lingettes pour laver les cheveux sans eau. Et c'est tout. Le comité de quartier de la famille Kaneko est présidé par monsieur Otsuka, un petit entrepreneur qui habite à Shinokubo depuis 40 ans. Son épouse et quelques-unes de ses amies se sont donné rendez-vous pour pratiquer la traditionnelle cérémonie du thé. Mais dans l'apparente sérénité de ce Japon de carte postale, la peur du grand tremblement de terre n'est jamais très loin. Quand je pense aux images de Kobe que j'ai vues à la télé, ça me fait vraiment peur. Oui, tout était détruit en un instant. C'est vraiment incroyable. Moi, je pense que c'est moins grave si je suis dans la maison. Mais imaginez, si je marche dans le quartier de Shinjuku, ça me fait peur en pensant à tous ces immenses buildings qui vont me tomber dessus. Présidente de ce petit quartier de quelques milliers d'habitants, Iwao Otsuka a pris la responsabilité de l'organisation des premiers secours. En 1923, un terrible tremblement de terre a complètement dévasté Tokyo. Il a fait 120 000 morts. Et 20 ans plus tard, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont à nouveau détruit la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, ce quartier a été attribué par le gouvernement aux sinistrés qui n'avaient plus de logement. Donc les bâtiments sont petits et très serrés, environ 50 mètres carrés pour chaque famille. On a divisé ce terrain en lotissements de 50 mètres carrés que l'on attribue à chaque famille sans abri. Ces maisons sont concentrées dans un endroit très serré et elles sont construites non pas en béton, mais en bois. Alors si un incendie se déclare, ici ça sera vraiment une catastrophe dans toute la ville. C'est pour ça que je pense que l'on est ici très attentif à la prévention des catastrophes. En fait, tout ce district est un endroit où sont basés les secours pour Tokyo. Les gens des grandes tours juste à côté viendront se réfugier chez nous en cas de séisme. Donc c'est pour ça qu'ici, on fait très attention nous-mêmes de ne pas provoquer d'incendie et il faut être toujours prêt. Bonjour. Donc pour la date de l'entraînement avec les pompiers volontaires, on en a déjà parlé avec le responsable du centre. D'accord, l'entraînement c'est le soir, non? Oui, c'est à partir de 19h30. À ce soir. D'accord. Merci d'avance pour ton aide.
Sous son uniforme quotidien, chaque habitant a donc déjà sa mission bien en tête. Voilà, en cas de catastrophe, je dois porter ça. Le plan d'urgence du quartier prévoit aussi des points de rendez-vous pour les sinistrés. Et ici, par exemple, on stocke en permanence de l'eau potable. Cette réserve d'eau est assez petite, mais elle est profonde. Il y a environ 20 tonnes d'eau. L'autre que l'on a vu tout à l'heure, c'est 40 tonnes. Ici, on prépare des distributions de casques ou du matériel d'urgence. Voilà le stock de casques. Et avec ça, on peut casser le béton pour aller chercher les victimes. Enfin, dans l'école primaire, Monsieur Otsuka vient régulièrement vérifier les vivres stockés pour les habitants. Tout est prévu pour tenir pendant 3 jours. Il faut renouveler le stock régulièrement. Des tapis, des couvertures, du papier toilette. Et ça, c'est du riz. Hélas, en cas d'urgence, on aura aussi besoin de cercueils. Et nous, on pourra les fournir tout de suite. J'ai fait passer un contrat avec cette société de pompes funèbres et le comité de quartier. Tout le monde dit que c'est un sujet tabou, mais il faut bien se préparer. On a stocké 600 cercueils. Et parfois, il faut aller encore plus loin dans la préparation. Chaque année, tous les services de secours de la région de Tokyo se mobilisent pour un gigantesque exercice. Cette fois, c'est un séisme fictif de force 6 qui s'est produit à l'est de la ville, au petit matin. 1,5 million d'habitants participent à la simulation. Des voitures sont écrasées, des trains arrêtés, des maisons effondrées. Il faut répéter les gestes des premiers secours, mais aussi se répéter que l'échéance est inévitable. Les experts estiment qu'un tremblement de terre important frappera à Tokyo d'ici quelques années. C'est absolument inévitable. On ignore juste quand il surviendra. C'est pour ça qu'en coopérant avec la préfecture de Tokyo, la Croix-Rouge fait chaque année une simulation grandeur nature. Nous devons être au point. Prévoir les tremblements. Une science impossible qui agite les chercheurs japonais de toutes les universités du pays. Le gouvernement a créé un gigantesque centre de recherche susceptible de fédérer leurs efforts. Ce centre est situé au nord du pays, dans une zone à très forte densité sismique. Ici, la terre tremble tous les jours. Les gens ne comprennent pas ce que signifie prévoir un tremblement de terre. Souvent, ils pensent que l'on peut prévoir la date, l'heure, le lieu ou même la force d'un séisme. On n'en est pas du tout à ce point dans les recherches. Pour l'instant, on peut déterminer les régions à risque et on essaye de prévoir la fréquence et la force des séismes à venir dans ces régions, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Quant à prédire que demain, il y aura un tremblement de terre dans tel endroit avec telle force, là on peut dire que ça n'est pas imaginable avec nos connaissances actuelles. Mais il y a des programmes de recherche qui nous permettront, j'espère, un jour, d'affiner nos prévisions.
Un peu partout dans le pays, des milliers de capteurs détectent le moindre mouvement de la surface terrestre. Et lorsqu'ils détectent un mouvement un peu plus conséquent que les autres, le système déclenche une alerte. Vous voyez, il y a eu un tremblement de terre dans le nord du pays et la secousse est en train de se transmettre jusqu'ici à Tokyo. L'onde a mis 3 secondes pour arriver jusqu'ici. Mais il y a encore plus fort. Cet écran informatique donne la synthèse des capteurs du réseau d'alerte japonais. Les endroits qui clignotent en rouge, ce sont les endroits où il y a eu des tremblements assez importants. Voici donc, en temps réel, tous les mouvements ressentis sur le sol du Japon. Vous voyez, ça se passe en ce moment. Je vous montre dans un autre écran que l'on a enregistré le petit tremblement qui s'est produit tout à l'heure. Venez. Donc, sur cet écran, on constate un petit tremblement de terre qui s'est produit à Chiba il y a environ 20 minutes. C'est un tremblement de terre de force 1 que les gens ne peuvent pas en principe vraiment percevoir. Ce genre de petit tremblement de terre se produit de 200 à 300 fois par jour. Et dans ce centre, on capte près de 10 000 tremblements de terre par mois, environ 100 000 par an. Certaines de ces secousses sont donc infimes, mais elles atteignent tout de même un niveau dangereux pour les immeubles une demi-douzaine de fois par semaine. Alors, pour mesurer les effets de ces secousses, on a recours à la simulation grandeur nature. Vous voyez, c'est un type de structure que l'on utilise très souvent pour construire les immeubles au Japon. À Kobe, ce genre d'immeuble a souvent assez mal résisté. Vous voyez, la secousse artificielle a commencé. Cela a détruit les piliers et les murs. Il y a un mur central. Et vous voyez, avec cette image, on focalise sur ce mur. On détermine le moment où le mur cède complètement. Ça, c'est une image de l'écroulement du mur du rez-de-chaussée. L'expérience a été menée avec la même force qu'à Kobe en 1995. Pour les architectes japonais, il faut donc en permanence tenir compte de ces contraintes. Dans son cabinet de Tokyo, Ryozo Umezawa est l'un des ingénieurs en structure antisismique les plus réputés du Japon. Son propre bureau se veut une démonstration de son savoir-faire. Tout a été prévu ici pour résister à des secousses importantes. À l'intérieur, il y a une feuille de métal pliée en accordéon, noyée dans la mousse. L'ensemble est pris en sandwich entre 2 plaques d'acier très spéciales. Cela fait une structure à la fois souple et très résistante. Les architectes et les ingénieurs travaillent ainsi toujours ensemble. Les normes, évidemment, sont draconiennes, mais la recherche les prend toujours de vitesse. Les immeubles récents de Tokyo sont désormais capables de se tordre d'une manière incroyable. Sur son dernier chantier, un hôpital au nord de Tokyo, Ryozo Umezawa vient vérifier ces fameuses structures métalliques. On peut considérer cette partie comme étant le centre de l'immeuble. Nous sommes à proximité de l'ascenseur. Il y a 2 structures antisismiques autour de l'ascenseur disposées à 90 degrés. Le but est de prévenir les secousses, qu'elles viennent du nord et du sud, ou de l'est et de l'ouest. À Kobe, les écoliers en voyage organisé viennent de tout le pays, prendre conscience de cette nécessité de préparation. Moi, j'étais enroulée sous la couette. Vous vous demandez comment j'ai survécu. Et comment je peux parler maintenant de cette histoire? En fait, j'ai été protégée par la moire qui m'était tombée dessus.
Le Japon est en état d'urgence. Tous les jours, les médias, les collègues, les autorités parlent de l'échéance. Fatale. Rien n'est plus présent dans la conscience collective. La grande catastrophe est inévitable, même si on ne peut la prévoir. Un jour, la terre tremblera.